Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la 6e webconférence sur l'ostéoporose organisée par l'AFLAR, donc qui porte le titre, comme vous le voyez, Covid-19 et ostéoporose. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour certains puisque vous nous faites l'amabilité d'une grande fidélité à ces webconférences et puis également nous avons le plaisir d'accueillir de nouveaux participants qui sont bien évidemment en particulier en cette période difficile que nous vivons tous, particulièrement intéressés sur les sujets qui vous préoccupent au quotidien. Alors, quelques aspects techniques avant de débuter, et certaines personnes qui sont familières avec ces webconférences utilisent déjà le chat. Alors, qu'est-ce que c'est que le chat? Eh bien, c'est cette partie que vous avez sur votre droite. Il vous suffit d'indiquer en dessous un message, un avis, un commentaire, et puis de cliquer tout simplement sur envoyer. Voilà. Et je vous invite d'ores et déjà à l'utiliser pour nous saluer de l'endroit dont vous êtes connectés. Voilà. Certains viennent du Pas-de-Calais, du Bas-Rhin. Voilà. Alors, tout simplement d'éviter également d'indiquer votre nom, s'il vous plaît. Voilà, puisque, comme vous le savez, ce chat est anonyme. Voilà, le Beaujolais, le Nord, Toulouse, etc., etc. Et déjà quelques remerciements, merci beaucoup. Vous avez un deuxième onglet à droite qui est l'onglet questions. Cet onglet va vous servir à interagir, à poser vos questions aux intervenants. Voilà, donc merci de bien distinguer les deux. La partie gauche, les commentaires personnels, des bonjours, et puis la partie droite, les questions, ce qui nous permettra de les relayer le plus facilement possible et d'assurer la modération de cette webconférence dans les meilleures conditions. Voilà, un grand merci à chacun d'entre vous et nous allons pouvoir démarrer en présentant les différents intervenants. Nous avons la chance et je tiens vraiment à les remercier chaleureusement aujourd'hui de se rendre disponible. Le professeur Bernard Cortet, médecin rhumatologue à Lille, professeur Bernard Cortet au Centre hospitalier universitaire de Lille, et puis également président du GRIO, dont vous voyez ici la signification, qui est le groupe de recherche et d'information sur les ostéoporoses. Le docteur Didier Poivret, oh là, on a écrit Thierry Poivret, mais c'est Didier Poivret, médecin rhumatologue libéral et familier des interventions lors de ces webconférences. Voilà, il nous en excusera et qui a réussi à se connecter avec nous au téléphone par des tours de passe-passe dont il a le secret. Il travaille intensément également au sein de l'unité d'éducation thérapeutique. Et puis, bien sûr, notre monsieur loyal aujourd'hui, le docteur Laurent Grange, qui est le président de la FLAR et qui modérera cette conférence. Voilà. Alors, je lui passe tout de suite la parole puisque nous allons, et vous le voyez ici, différents thèmes qui seront abordés. Rapidement, une présentation de la FLAR par Laurent Grange. Et puis, tout de suite, nous rentrons dans le vif du sujet, Covid et ostéoporose. Et voici donc Laurent Grange qui nous présente la FLAR. Bonjour à tous et à tous, très heureux de vous retrouver, même si les circonstances nationales sont un peu particulières. Effectivement, donc la FLAR vous accompagne et continue à tisser un lien avec vous, puisqu'on est la seule association de patients généralistes sur l'ensemble des maladies rhumatismales, la seule à défendre les patients souffrant d'arthrose et d'ostéoporose pour aujourd'hui. On rappelle les numéros Allo Ostéoporose, où vous pouvez avoir des renseignements ou de l'écoute sur l'ostéoporose, les Allo mal de dos, Allo rhumatisme ou Allo Sapho. Nous vous remercions beaucoup. Vous êtes plus de 66 connectés, 67 actuellement. Et donc, je pense que cette webconférence va être également très appréciée comme les autres. Donc, évidemment, ces webconférences n'ont pas vocation à faire de la consultation à distance. Hein. Nous n'allons pas vous facturer une téléconsultation. C'est uniquement, on va répondre à des questions généralistes, de portée générale. Et puis, si vous avez des questions plus spécifiques, nous vous proposons de vous réorienter ou de vous rapprocher
de votre équipe médicale. Et je vais tout de suite laisser la parole au professeur Bernard Cortet du CHU de Lille qui va nous rappeler les grands principes de l'ostéoporose et du lien s'il y a entre Covid-19 et l'ostéoporose. Bernard, je te laisse la parole. Bien, écoutez, tout d'abord, merci beaucoup de cette invitation, puisque j'avais déjà participé il y a maintenant quelques semaines ou mois à une première webconf, et donc le contexte fait qu'il y en a une deuxième, et donc j'en suis ravi. Alors, juste quelques mots pour rappeler ce qu'est l'ostéoporose. On dit toujours qu'un bon schéma vaut mieux qu'un long discours. Donc, sur la partie gauche de l'écran, on voit un os sain. Donc, l'os est constitué d'une enveloppe externe, qu'on appelle la corticale, et puis d'une partie plus interne, qu'on appelle l'os trabéculaire, qui est constitué donc de travées osseuses. Alors, comparativement à la partie droite de la diapositive, quelle est la différence? Eh bien, dans l'ostéoporose, il y a une raréfaction osseuse qui fait que les travées osseuses s'amincissent et qui fait également que certaines travées osseuses, elles sont tellement amincies qu'elles finissent par se perforer. Et de ce point de vue-là, le schéma permet de bien comprendre la problématique. Et donc, la conséquence de cette ostéoporose, c'est la survenue de fractures en l'absence de traumatisme majeur. Donc, pour autant, dans la majorité des cas, il y a quand même une chute de sa hauteur. Il n'est pas normal de se casser quand on tombe de sa hauteur. Mais parfois, et c'est le cas notamment pour les fractures de vertèbres, eh bien, celles-ci peuvent survenir en dehors de tout contexte de chute, suite à un faux mouvement, un discret effort de soulèvement, ou même parfois rien du tout. Alors ça, c'était le propos introductif. En ce qui concerne plus spécifiquement donc la pandémie actuelle, donc le premier point, c'est pour vous rassurer, à savoir qu'il n'y a pas de sur-risque de contamination par le virus, le coronavirus, à partir du moment où on est ostéoporotique ou d'avoir des complications graves de cette affection. Le pronostic est le même que l'on ait ou non une ostéoporose. Alors, on pourrait dire on s'arrête là, mais bien évidemment, cette conférence est nécessaire puisqu'il y a plusieurs points sur lesquels nous souhaiterions insister. Et il est clair que durant cette période de confinement, il faut tout faire pour prévenir l'apparition de fractures. Et on a quelques raisons de penser que pour différentes raisons, durant cette période de confinement, le risque de fracture pourrait être augmenté. Alors, pour éviter cela, que faire? Le premier point, c'est de garder le contact avec votre médecin. Et je dirais que c'est potentiellement dans les deux sens. C'est-à-dire que votre médecin peut vous contacter. Et je le fais, si je puis dire, à longueur de journée. Mais n'hésitez pas également, dans l'autre sens, à le contacter. Il est disponible, c'est un point important, puisque certains patients ont eu peur de déranger. Et on a vu revenir un certain nombre de complications, de maladies graves qu'on n'avait pas eu apparaître depuis des années. Donc, encore une fois, les professionnels de santé, y compris durant cette période particulière, fort heureusement, sont à votre disposition. De ce point de vue-là, la Haute Autorité de Santé s'est exprimée et a fourni un certain nombre de référentiels par rapport aux maladies chroniques en général, et donc l'ostéoporose n'échappe pas à cette règle. Et puis, ceci a été indiqué tout à l'heure par le docteur Grange. Durant cette période, on a mis en place, que ce soit en secteur libéral ou en hospitalisation, un certain nombre de téléconsultations. Donc, la téléconsultation, c'est très bien. Ça permet de répondre au moins partiellement à la demande. Ça permet de répondre à un certain nombre de questions. Ça peut permettre de dire, voilà, on va renouveler les traitements anti-ostéoporotiques sur lesquels on va revenir d'ici quelques instants. Alors, je sais qu'un certain nombre d'entre vous n'ont pas le matériel nécessaire pour effectuer de la téléconsultation. C'est pas grave. On peut recourir à des consultations téléphoniques. Bon, il est clair que c'est un peu moins sympathique puisqu'on ne voit pas les gens, mais pour autant, c'est quelque chose qui fonctionne. Et dans bon nombre de maladies chroniques, et de ce point de vue-là, l'ostéoporose n'échappe pas à cette règle, ces appels téléphoniques permettent de résoudre bon nombre de problèmes. La problématique spécifique à l'ostéoporose, c'est que dans bon nombre de cas, elle touche des gens relativement âgés. Donc, il y a un risque qui n'est pas négligeable, le docteur Poivret reviendra d'ici quelques instants, que les gens se sentent isolés. Et je dois avouer que quand on contacte les gens, souvent à proximité d'une date de consultation qui était prévue, ils sont extrêmement heureux qu'on pense à eux. C'est la moindre des choses, c'est notre travail. Et il est clair que durant toute cette période, il ne faut absolument pas vous isoler. Merci beaucoup Bernard. On répondra ensuite aux questions à la fin de cette présentation qui va être courte. Et donc, je vais tout de suite laisser la parole au docteur Didier Poivret
qui n'est pas en vidéo pour un problème technique, mais qui sera au moins par la voix et qui va pouvoir vous parler des mesures générales et spécifiques concernant Covid-19 et ostéoporose. Bernard, Didier, c'est à toi. C'est peut-être pas trop grave. Voilà, eh bien, nous allons parler de l'ostéoporose et de l'attitude générale qu'on peut adopter dans le contexte actuel face à cette maladie qui impacte aussi notre façon de vivre. Et Dieu sait si cette épidémie impacte également notre façon de vivre. En tout état de cause, il s'agit de se soigner correctement. Et comme vous l'a dit le professeur Cortet, l'ensemble des soignants sont à votre disposition, soit en consultation si les consultations sont maintenues physiquement, soit par téléconsultation ou consultation téléphonique. L'essentiel étant de garder le contact, d'être rassuré et de ne pas se faire de soucis inutiles. Et il faut prendre des bonnes décisions, prendre des attitudes qui soient positives et qui soient efficaces, mais il n'y a pas lieu d'avoir des inquiétudes excessives. Et souvent, on a peur d'une multitude de choses pour lesquelles il n'y a pas lieu d'être forcément très inquiet. Alors, comme toujours, nous sommes tous des êtres humains et nous aimons bien avoir des contacts. En matière d'ostéoporose ou de vie générale, il est bon de garder le contact avec chacun dans son entourage, sa famille, les amis. Le téléphone est un outil extrêmement important et facile à utiliser, mais nous avons tous aussi maintenant beaucoup de mails, encore que par téléphone, finalement, le son de la voix et la façon de s'exprimer compte aussi et permet de se rendre compte de ce qui se passe chez notre interlocuteur. Je regrette de ne pas être aujourd'hui dans les vidéoconférences, mais ce sera pour la prochaine fois, peu importe. En tout cas, nous sommes confinés, c'est-à-dire qu'on nous demande, surtout après 70 ans ou 65 ans, de ne pas trop sortir, ce qui ne veut pas dire de rester tout seul chez soi. Il existe donc une multitude de façons de trouver une façon de remplir son temps et d'échanger avec d'autres qui ont éventuellement les mêmes problèmes. Et puis les associations, entre autres la FLAR, mais aussi les mairies et les services d'action sociale et des différents services de mairie mettent en place des aides, en particulier pour aller faire les courses, par exemple, faire un peu de ménage, aider à se déplacer. Il ne faut pas hésiter à demander à la FLAR comment on peut faire, les associations, la façon dont on peut être aidé, ou bien aussi à la mairie. Une multitude de mairies en ce moment distribuent des masques, par exemple, que nous pourrons tous utiliser lorsque nous pourrons sortir un petit peu plus. Il est bon de garder un contact avec les gens avec lesquels on est habitué à parler et à discuter. Sinon, on a tendance tous, quel que nous soyons, à répéter toujours la même chose et à nous embarquer dans des processus inquiétants en général, alors que le fait de pouvoir discuter, d'avoir l'idée et le ressenti de notre entourage nous permet de sortir de cet environnement qui peut parfois être un peu obsessionnel, c'est-à-dire extrêmement angoissant pour des raisons qui souvent n'ont rien à voir avec la réalité. Donc gardons contact les uns avec les autres. Les médecins aiment bien aussi, lorsque l'on nous téléphone, les consultations téléphoniques existent actuellement. Nous pouvons rassurer, expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et ça nous permet de garder contact avec vous. Alors, est-ce qu'on peut passer la diapositive suivante? Voilà. Chacun sait que l'ostéoporose, comme vient de rappeler le professeur Cortet, c'est une fragilité de l'os, et le problème est d'éviter les chutes qui peuvent provoquer des fractures, des tassements de vertèbres, mais aussi des fractures du col fémoral, ou bien de l'épaule, ou ailleurs, du poignet. En tout état de cause, il s'agit d'éviter les fractures à domicile, surtout actuellement, et donc d'adapter son domicile de façon à éviter tout risque de chute. Chacun sait
que les chutes se produisent surtout sur les tapis. Il existe maintenant une multitude de façons d'attacher les tapis au sol avec des scratchs ou différents systèmes qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage, par exemple, pour ne pas en citer, et de façon à éviter à ce que le tapis glisse lorsqu'on met le pied dessus, ou la canne, ou le déambulateur. Il faut garder une petite activité physique, c'est-à-dire marcher, parce que plus on marche, moins on chute, et également, plus on marche, mieux on garde son équilibre. On en garde sa sensation d'équilibre plus longtemps si on marche. Alors, marcher, ça peut être chez soi, si on a un appartement ou une maison qui permettent de marcher, ou un jardin. Nous pouvons aussi maintenant sortir un petit peu autour de chez nous, et chacun, en fonction de ses possibilités, est invité à marcher 20 à 30 minutes par jour. Aujourd'hui, dans ma région, il pleut, mais enfin, il faisait beau hier. Essayons de marcher tous les jours un petit peu pour garder cet équilibre et puis pour stimuler la formation osseuse. Chaque fois que nous marchons, l'os reçoit l'information qu'il doit garder sa solidité, et par conséquent, c'est lutter contre l'ostéoporose que de marcher. Vous savez que nous avons aussi un point important sur la vitamine D. Il est essentiel d'avoir un taux de vitamine D suffisant dans le sang. La vitamine D, c'est ce qui nous permet d'absorber le calcium dans nos intestins et de le fixer sur l'os. Donc il faut avoir un taux de vitamine D satisfaisant. La vitamine D est fabriquée par la peau au contact du soleil, et actuellement nous n'avons pas beaucoup de soleil, nous ne pouvons peut-être pas beaucoup sortir. Donc si on vous a prescrit de la vitamine D sous forme de gouttes ou sous forme d'ampoules mensuelles, eh bien n'oublions pas cette vitamine qui va potentialiser, c'est-à-dire qui va augmenter l'efficacité de l'ensemble des traitements dont va nous parler le professeur Cortet dans quelques instants. La diapositive suivante nous dit aussi de manger correctement, et en matière d'ostéoporose, il s'agit d'avoir un apport de calcium suffisant, le calcium étant un élément minéral tout à fait essentiel à la solidité de l'os. Si nous n'avons pas assez de calcium, eh bien notre os ne va pas pouvoir être assez solide. Nous conseillons 3 produits laitiers par jour, ou aussi une eau minérale riche en calcium. Il existe une multitude d'eau minérale qui apporte à elle seule, en 1 litre ou 1,5 litre, un petit peu moins de 50% du taux de calcium que l'on conseille chaque jour, qui est de 1,2 grammes, mais 3 produits laitiers et de l'eau minérale tous les jours suffisent en général à avoir 1,2 grammes de calcium. Je rappelle que le beurre et la crème ne sont pas des produits laitiers, sont des produits gras. Il faut s'alimenter aussi sainement que possible, éviter les grignotages. Bien sûr, nous pouvons moins sortir que d'habitude, nous aurons peut-être tendance à prendre un peu de poids, et évitons les grignotages tout au long de la journée. S'il fait beau, nous pourrons sortir dehors. Nous allons vers le mois de mai maintenant, bras nus, si possible en nu, le visage et les mains au soleil durant 20 minutes. C'est déjà permettre à notre peau de fabriquer de la vitamine D, peut-être pas en quantité suffisante. Une prise de sang permettra de le faire là, mais en tout cas, ça va apporter un taux de vitamine D, ça va augmenter le taux de vitamine D dans notre organisme, et c'est donc important pour lutter contre l'ostéoporose. Et puis, dans les gestes de bon sens, finalement, aérer son logement, c'est aussi lutter contre le Covid. C'est aérer son logement, c'est permettre aux virus qui peuvent se trouver dans notre logement de partir, de s'en aller. N'hésitons pas à aérer notre logement, c'est une réaction de bon sens, une idée de bon sens dans temps normal, c'est aussi une idée de bon sens en cas d'épidémie à ce petit virus qui nous crée tout de même un certain nombre de soucis. Donc bien s'alimenter, 3 produits laitiers par jour, bien s'hydrater, aérer et marcher un petit peu. Donc une activité physique adaptée à l'état de chacun. Nous ne pourrons pas tous, surtout si nous avons des prothèses ou des fractures multiples ou des tassements de vertèbres, nous ne pouvons pas forcément faire une activité physique intense. Il s'agit d'adapter son activité physique à sa morphologie et aux problèmes rencontrés,
mais marcher 30 minutes, nous pourrons partir à 1 kilomètre de chez nous maintenant, avec le formulaire dans la main, si par hasard les forces de l'ordre nous demandent un justificatif, mais nous pouvons aussi marcher sur le balcon ou dans le jardin, et vous avez peut-être vu à la télévision des gens qui font des joggings, voire des joggings extrêmement longs sur leur balcon, des véritables marathons, en faisant des multitudes d'allers-retours, et finalement tout ça permet d'avoir une activité physique qui va renforcer la solidité de l'os. On disait tout à l'heure de faire attention aux chutes, c'est pas le moment d'avoir une fracture, quelques gestes simples, ne pas oublier sa canne, attention au tapis, attention aux salles d'eau, en particulier dans la salle de bain, le bac de douche dans lequel il peut rester un petit peu de savon ou de shampoing, et celui qui vient après va mettre de l'eau et glisser dessus. Donc marchons, ayant une petite activité adaptée chacun à nos possibilités, tout ça est bon pour l'os qui va avoir l'information, il s'agit de garder sa solidité. C'est bon pour garder son équilibre et ne pas avoir, vous savez, cette sensation que nous avons parfois lorsque nous nous levons trop vite ou lorsque nous partons tout d'un coup d'un petit vertige, une sensation de baisse de l'équilibre, perte d'équilibre. Et puis c'est bon aussi pour le moral parce que ça fait sécréter des endorphines et tout ça est bon de s'aérer et de voir un petit peu ce qui se passe. Ne restons pas trop longtemps assis ou allongés, encore que une demi-heure de lecture, surtout si c'est quelque chose d'amusant ou un bon roman, c'est tout de même quelque chose d'agréable en ces périodes de confinement. Donc voilà, on peut lutter contre l'ostéoporose par les médicaments, mais aussi en changeant son mode de vie, tout ça va permettre aux différents traitements qui vous sont proposés d'être encore plus efficaces et d'éviter l'apparition de ces cascades fracturaires, c'est-à-dire de ces fractures multiples, qui ensuite viennent tout de même gêner notre qualité de vie et produisent des effets douloureux qui ne sont pas du tout agréables. Donc je crois que ma partie va se terminer là. Voilà, nous pouvons répondre aux questions qui se trouvent sur le côté, ou bien tout à l'heure, je laisse Laurent modérer la poursuite. Alors on a, du coup, sur cette partie, on a quelques questions que Bernard ou Didier pourront répondre. Pourquoi indiquer que la prescription de vitamine D est importante en période de confinement? Qui peut répondre? Bernard, peut-être? Oui, je veux bien répondre. Alors, comme ceci a été dit tout à l'heure par le docteur Poivret, la vitamine D n'est quasiment pas apportée par l'alimentation. Elle l'est essentiellement par le soleil, par le biais des rayons ultraviolets, particulièrement des UVB, qui va permettre la transformation d'une forme inactive de vitamine D en une forme progressivement active. Donc, par définition, durant la période de confinement, on va peu ou pas du tout sortir de chez soi. Et donc, il est raisonnable de penser que le taux de vitamine D, le stock de vitamine D au niveau de l'organisme va diminuer, d'où le point important souligné par le docteur Poivret. Alors, en tant que tel, ce n'est pas forcément dramatique, puisqu'on a la possibilité, j'y reviendrai ici quelques instants, d'apporter de la vitamine D de l'extérieur, sous forme, par exemple, d'ampoules de vitamine D3 ou éventuellement de gouttes. Et donc, peut-être pour Didier, est-ce que le soleil, c'est avec de la crème solaire ou sans crème solaire? Si on met une crème solaire avec un écran total, les ultraviolets ne vont pas pénétrer jusqu'aux cellules de la peau et par conséquent, on ne va pas pouvoir fabriquer de la vitamine D. On conseille donc 20 minutes, pas plus, au soleil, bras nus, tête nue, jambes nues. Il faut savoir que malheureusement, plus on avance en âge, pour la même exposition solaire, on aura moins de fabrication de la vitamine D lorsqu'on est un peu plus âgé que lorsqu'on est un peu plus jeune. En fonction de la carnation de la peau aussi, on pourra avoir une
fabrique l'expression de la vitamine D au contact du soleil, qui est plus ou moins importante, en fonction aussi de l'altitude. Plus on monte en altitude, plus on est sensible, on est proche des ultraviolets. Bref, en général, l'exposition solaire, sauf pour certaines professions comme les marins ou les alpinistes ou des gens comme ça, en général est très largement insuffisante. Et il nous faut prendre des compléments. C'était autrefois l'huile de foie de morue, dont certains se rappellent parce que ça avait un goût qui était particulièrement désagréable. Et maintenant, les ampoules de vitamine D sont devenues beaucoup plus agréables. J'en profite pour dire que les cabines solaires de bronzage sont fortement déconseillées pour une multitude de raisons. D'abord, ça ne permet pas de fabriquer de la vitamine D, et puis ça n'est pas très recommandé par les dermatologues. Au contraire, c'est fortement déconseillé. Donc la vitamine D est maintenant remboursée en cas d'ostéoporose, sinon c'est 10 €, et ça nous permet de savoir si nous avons un taux aux environs de 30. Au-dessus de 30, c'est bien. En dessous de 30, il faut voir avec son médecin pour avoir éventuellement un apport de vitamine D sous forme de gouttes ou sous forme mensuelle, en évitant les doses trop importantes d'un seul coup. Voilà. Donc en France, eh bien ma foi, beaucoup d'entre nous ont besoin d'un petit peu de vitamine D, qui est une vitamine naturelle. Alors, peut-être une autre question sur la vitamine D pour Bernard. C'est une question très pointue, mais on va y répondre. Et Bernard, je suis sûr, va y répondre. Est-ce que le dosage de vitamine D 50 000 unités est désormais ce qu'il faut préconiser? Oui, ça a été un petit peu souligné il y a quelques instants par le docteur Poivret, qui a indiqué qu'il ne fallait pas prendre des trop fortes doses de vitamine D. Donc, ceci est étayé par un certain nombre d'articles qui laissent entendre qu'il vaut mieux utiliser des doses moindres et donc des prises un peu plus fréquentes. Et donc, de ce point de vue-là, je prends ma casquette de président du Griot. On a fait un article de mise au point qui a été publié récemment, c'est-à-dire à l'automne dernier, pour indiquer cela. Et donc, très clairement, en termes de schéma d'entretien, lorsqu'on utilise des prises intermittentes, ce qui est certainement quelque chose d'assez facile, ce qu'on appelle en matière d'observance, c'est-à-dire pour faire en sorte que le traitement soit bien pris et soit maintenu dans le temps, la posologie recommandée, c'est plutôt en effet une ampoule de 50 000 unités tous les mois. Alors, une autre question, si on met de l'autobronzant, est-ce qu'il y a un intérêt pour la vitamine D? Je ne sais pas, Didier? Non, il n'y a aucun intérêt pour la vitamine D. Un autobronzant fait sécréter de la mélatonine par la peau, mais pas de la vitamine D. Donc, Ça fait. Une autre question sur la vitamine D, puis on va continuer le diaporama pour pouvoir ensuite avoir d'autres questions. La synthèse cutanée de vitamine D est bien déclenchée au contact des UVB, et ces UVB sont présents lorsque le soleil est au zénith. Ce créneau semble bien limité. Qu'en pensez-vous? Bernard, peut-être? Ça a été dit, c'est-à-dire que c'est entre guillemets un moindre mal, mais il est clair que l'exposition solaire, qui doit aussi être raisonnée et raisonnable pour des raisons dermatologiques, on sait qu'une trop forte exposition solaire expose à un risque accru de cancer de la peau, mais de toute façon, ça ne permet pas de couvrir, dans la majorité des cas, les besoins quotidiens en vitamine D, notamment pour les patients ou patientes auxquels on s'adresse, c'est-à-dire des gens qui, et encore plus en cette période de confinement, sortent relativement peu de chez eux, et des personnes également, comme ceci a été signalé par le docteur Poivret, ont comme caractéristique d'avoir une moindre capacité à degré d'ensoleillement égal de synthèse de vitamine D. Donc tout ce qui a été indiqué, en effet, est tout à fait vrai par cette auditrice ou visio-conférenciste. Non, ça n'existe pas. Merci beaucoup pour ces premières parties de questions. On va continuer. Et je vais laisser la parole à Bernard qui va nous parler justement de l'impact de ce confinement et du Covid-19 sur les traitements de l'ostéoporose. Merci beaucoup. Donc, il est clair qu'il y a évidemment, et pour toutes les raisons qui ont été indiquées, aucune raison d'interrompre votre traitement anti-ostéoporotique. Donc, encore une fois, ça a été dit tout à l'heure et je vais y revenir d'ici quelques instants. Si vous avez des doutes, des inquiétudes, que sais-je, votre médecin, généraliste en première ligne, mais également rhumatologue si on en avait un, est à votre disposition pour répondre à ces questions. Mais encore une fois, il n'y a pas d'interférence particulière entre l'ensemble des traitements de l'ostéoporose
et le risque d'infection par le Covid. C'est pareil pour la maladie par elle-même. Alors, si par ailleurs vous avez un rendez-vous chez votre médecin pour un traitement, ce qu'on appelle par voie parentérale, c'est-à-dire il y en a deux de ces médicaments qui sont administrés par cette voie, c'est-à-dire le denosumab, une injection sous-cutanée tous les 6 mois, dont le nom commercial est le Prolia, ou l'acide zoledronique, dont un des noms commerciaux était l'Aclasta, puisqu'il est maintenant génériqué. Et si donc, du fait du contexte, pour l'un de ces traitements, le rendez-vous auprès de votre médecin a été annulé, on peut tout à fait envisager qu'il puisse y avoir un discret retard, mais ce retard ne doit pas être trop conséquent, notamment pour l'un de ces deux traitements. Et là, très clairement, si on est pour la voie injectable, il faut différencier les deux molécules que j'ai citées. Donc, la perfusion une fois par an d'acide zoledronique à 5 mg, où le mécanisme d'action du traitement fait que ce traitement s'incorpore dans la matrice osseuse et il faut le concevoir comme des espèces de couches successives qui s'accumulent au fil du temps. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que ce type de traitement, on ne va pas forcément et nécessairement les donner tout au long de la vie. Donc, de ce fait, si pour les raisons indiquées, il y a un retard pour la perfusion d'Aclasta, ceci ne pose pas de problème majeur et on peut supporter un retard de quelques semaines, voire même plus. Si néanmoins vous avez la possibilité de prendre contact avec votre médecin ou si bien évidemment votre médecin a pris contact avec vous, on peut tout à fait faire l'injection en respectant à peu près le délai. Mais si pour différentes raisons ce n'est pas fait, ce n'est pas quelque chose de dommageable et ceci ne pose pas de problème. Donc ça, c'était la première catégorie de traitement par voie injectable. Deuxième catégorie, c'est l'injection sous-cutanée tous les 6 mois de denosumab, dont le nom commercial, comme je viens de le dire, est le Prolia. Et là, le mécanisme d'action est très différent par rapport à un traitement comme l'Aclasta ou ses génériques. Donc, ce n'est pas un médicament qui s'incorpore dans la matrice osseuse et c'est un médicament qu'on donne tous les 6 mois parce que très clairement, au-delà de ce délai de 6 mois, eh bien, pour les raisons que j'ai indiquées précédemment, le traitement ne fait plus effet. C'est la raison pour laquelle, du fait de cette période très particulière que nous vivons, on peut tolérer un retard, mais très clairement, pour ce traitement, on ne peut que tolérer un discret retard qui peut aller jusqu'à 4 semaines, mais idéalement pas au-delà, pour les raisons précisées sur cette diapositive, c'est-à-dire qu'au-delà du délai habituel, eh bien, progressivement, le traitement ne fait plus effet. Et comme l'ostéoporose est une maladie qui se caractérise par une augmentation du risque fracturaire, si d'aventure le traitement n'est pas renouvelé dans les délais ou avec un discret retard, le risque de fracture ou de refracture est un risque tout à fait réel, d'où la nécessité, comme je viens de le dire et je vais y revenir, de contacter votre médecin ou, dans l'autre sens, que votre médecin puisse vous contacter pour voir où on en est par rapport au renouvellement de cette injection. Alors, l'autre point, ça a été dit par le docteur Poivret, j'y insiste particulièrement, les médecins, les personnels de santé en général, et notamment les infirmières libérales qui habituellement mettent en place ce type de traitement, ou du moins effectuent les injections, donc soit les perfusions, soit les injections sous-cutanées, sachant que pour les injections sous-cutanées également un certain nombre de médecins qui le font, eh bien, elles sont à votre disposition. Alors, j'ai eu parfois en retour des patients ou patientes que je contacte donc régulièrement en ce qui concerne ceux atteints d'ostéoporose, mais également, bien évidemment, les autres, la crainte parfois que les infirmières libérales puissent, entre guillemets, les infecter. Donc là, on ne peut que les rassurer par rapport à ça. Les précautions d'usage doivent être prises. Encore une fois, elles ont maintenant, ça a mis un peu de temps, il est vrai, mais elles ont maintenant à leur disposition un masque. Et donc, il n'y a pas de risque particulier, fort heureusement, d'infection. L'autre élément également, c'est qu'il a été mis en place un certain nombre de procédures qui, à mon avis, l'ont été, pas uniquement dans le nord de la France, puisque vous le savez, j'exerce à Lille, à savoir qu'il y a la possibilité de soit directement faxer l'ordonnance à la pharmacie, vous demandez à la patiente ou au patient de connaître les coordonnées de sa pharmacie, ou de le faire en document attaché en l'envoyant en pièce jointe via une adresse électronique. De telle sorte que soit l'infirmière libérale peut venir prendre le traitement directement à la pharmacie, effectuer l'injection, et il y a parfois, alors pas forcément partout, un certain nombre de pharmacies qui éventuellement peuvent venir directement déposer le traitement chez les patients. Alors,
Si, encore une fois, malgré ce que je viens de dire, l'injection, que ce soit la perfusion, l'injection sous-cutanée, a été différée, eh bien évidemment, je vous invite à reprendre contact avec votre médecin pour préciser les nouvelles modalités et faire en sorte, du moins pour l'un des traitements, que le retard ne soit pas trop conséquent. On va revenir d'ici quelques instants pour ce qui concerne les traitements anti-ostéoporotiques par la bouche, péros, c'est-à-dire par la bouche. Si d'aventure, quelle que soit la raison, et pas forcément si vous avez été infecté, vous vous sentiez pas bien et que vous avez dit, écoutez, le traitement que je prends toutes les semaines, je le diffère d'un jour, parce que vous n'étiez pas bien ce jour-là, ça n'a pas non plus d'importance pour les raisons précédemment mentionnées. Dans ce cas-là, il ne faut jamais prendre 2 médicaments, bien évidemment, d'affilée. On reprend comme référence la nouvelle prise et puis on repart pour un traitement toutes les semaines. Donc, si c'était un samedi que vous êtes passé au dimanche, ça sera le dimanche. Si c'était dimanche, vous êtes passé un lundi, ça sera maintenant un traitement que vous allez prendre pour les traitements hebdomadaires tous les lundis. Alors, on va rapidement faire un petit focus sur les traitements par la bouche, puisque j'ai largement détaillé, pour les raisons mentionnées, les traitements par voie injectable en priorité, et surtout pour l'un d'entre eux, pour les raisons, encore une fois, précédemment mentionnées. Si on s'intéresse aux traitements par la bouche, les plus prescrits, vous le savez, ce sont les bisphosphonates, donc un certain nombre sont à notre disposition, l'alendronate, le risedronate tout venant, le risedronate gastro-résistant. Donc, encore une fois, il n'y a aucune raison d'interrompre ces traitements et bien évidemment, la prise de ces traitements n'augmente pas le risque d'infection par le Covid ou un quelconque risque d'ailleurs infectieux. Donc, j'ai déjà insisté sur la notion d'un éventuel oubli. Ça peut arriver, c'est pas bien grave. Dans ce cas-là, vous le prenez le lendemain ou le surlendemain et encore une fois, vous ne prenez jamais 2 comprimés d'affilée. Vous prenez comme nouvelle référence le nouveau jour de prise au cours de la semaine. Pour la vitamine D et le calcium, encore une fois, on en a longuement parlé, donc je ne vais pas particulièrement reprendre ce qui a été dit, mais il est important, en règle générale, quand on est ostéoporotique, et notamment durant cette période de confinement, de maintenir des apports corrects en vitamine D et en calcium. Un petit point particulier sur la vitamine D, parce que à la faveur d'une autre conférence qu'on avait fait avec Laurent Grange il n'y a pas longtemps, la question nous a été posée. Il y a des données suggérant que la vitamine D, qui n'agit pas que sur les os et que sur le muscle, pourrait également exercer un effet bénéfique sur la prévention des infections et notamment des infections pulmonaires. Alors, ce qui ne veut pas dire, je vous rassure, enfin je vous rassure pas, mais je ne vais pas vous donner de faux espoirs, que la vitamine D est un traitement efficace pour la lutte contre le Covid, mais en tout cas, non seulement pour la vitamine D, il n'y a aucun effet délétère par rapport à l'infection, mais il pourrait y avoir cette diminution du risque infectieux avec la prise de vitamine D. Merci beaucoup Bernard. Donc actuellement le CHU de Lille et l'équipe de Bernard met en place une enquête et nous vous demandons vraiment d'y répondre. Il suffit de cliquer sur le lien, d'aller sur le site de la FLAR et vous aurez le lien pour voir l'impact du confinement sur les patients souffrant d'ostéoporose. Ça nous paraît très important, il faut aider la recherche, donc allez-y, connectez-vous et cliquez sur le lien, c'est très rapidement rempli et on vous présentera ensuite les résultats avec Bernard peut-être dans quelques mois, si vous êtes assez nombreux à répondre à ce questionnaire qui est très facilement, très facilement d'accès. Juste un mot là-dessus avant les questions. Donc, voilà, je vais en rajouter un petit peu une couche. Donc, ce travail a été fait à l'initiative d'une de nos psychologues cliniciennes du service, Madame Barfetti, et on a échangé tout à l'heure avec elle. Elle m'a dit que pour l'instant, elle n'a que 26 réponses. Donc là, je vois qu'il y en a 77 qui sont connectés. Je ne sais pas si on peut arriver à 100, mais si en tout cas, au moins une cinquantaine d'entre vous pouvaient répondre, on aurait plus de réponses et donc il y aurait bien évidemment une plus grande fiabilité quant à la qualité et à la pertinence de ces réponses. Voilà, excuse-moi de t'avoir coupé. Non, pas du tout. Et on s'engage à revenir vers vous peut-être plus tard pour présenter ces résultats. Bien sûr. Voilà. Donc, allez-y, répondez, connectez-vous. C'est rapide et c'est très simple. Voilà. Merci. Donc, on a une autre… on va pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Alors, des questions un peu plus spécifiques. Alors, je vais prendre peut-être une question, si tu veux bien, Laurent, qui nous était venu avant la webconférence. Oui. Quelqu'un nous disait, voilà,
J'ai eu une fracture du poignet il y a 2 ans en glissant sur le sol. J'ai maintenant de l'ostéoporose. J'ai des douleurs fortes au poignet qui me gênent. Voilà. Que faire pour mes douleurs, en particulier en ce moment? Alors il dit voilà, kiné, mais gros point d'interrogation forcément. Aspirine, gros point d'interrogation. Que pouvez-vous lui répondre? On va peut-être demander à Bernard de répondre, peut-être. Alors, merci pour cette question. Donc, la première étape, c'est encore une fois d'en discuter avec votre médecin, parce qu'au-delà des douleurs, dont on ne doute pas, et heureusement, il faut comprendre d'où viennent ces douleurs. Habituellement, quand on a fait une fracture, donc il peut y avoir une intervention chirurgicale, ça peut être une simple immobilisation avec un plâtre en résine, mais la douleur au-delà de la fracture finit par s'estomper, il peut y avoir des complications, mais après 2 ans, il n'y a pas lieu normalement qu'il y ait des douleurs. Donc la première étape, c'est de comprendre l'origine de ces douleurs, et donc vraisemblablement votre médecin, ça peut s'envisager en ce moment, donc peut-être commencer par le contacter téléphoniquement, et en fonction d'un certain nombre d'éléments que je n'ai pas moi forcément, il pourra envisager une consultation présentielle, mais il y aura certainement lieu de faire ou de refaire un certain nombre d'examens, au minimum des radiographies, une échographie, pour comprendre l'origine de ces douleurs et orienter au mieux le traitement, avec un traitement qui soit un traitement plus spécifique que le traitement actuel. En attendant, c'est vrai qu'on va vous conseiller un traitement par paracétamol, qui est l'antalgique de niveau 1 de base, sachant qu'on peut monter dans les échelons si cela s'avère nécessaire. L'aspirine en tant que telle, bon, c'est quelque chose qu'on a tendance plutôt à proscrire, j'entends à visée anti-inflammatoire, pas à visée anti-agrégant plaquettaire pour prévenir des complications donc à type de thrombose. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, en l'absence de signes orientant vers une infection par le virus, ce n'est pas forcément contre-indiqué. Néanmoins, compte tenu de la problématique que soulève cette patiente, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose d'utile dans ce contexte. Merci beaucoup. Je prends une autre question, Laurent. Oui, on a une question. Par exemple, on a changé ma boîte de Rocal. J'ai de la boîte 500 mg de calcium et 1000 mg de vitamine D. Si je comprends bien, ce serait bien en cette période. Je suis confiné depuis 4 semaines. Je ne sors pas de chez moi. Je suis asthmatique. Et cette personne nous donne le bonjour de Dijon. Je ne sais pas qui pourrait répondre. Je pense que, si je peux répondre, je pense qu'il faut continuer le traitement. L'apport calcique pharmaceutique par une multitude de produits pharmaceutiques, si elle a été prescrite par votre médecin, c'est bien. N'oublions pas que le calcium apporté par l'alimentation est mieux absorbé que le calcium qui se trouve dans les différentes spécialités pharmaceutiques qu'on peut vous proposer. Et c'est aussi plus agréable de manger un yaourt ou 2 yaourts que de manger, d'absorber tous ces produits pharmaceutiques, fussent-ils associés à un arôme de citron, d'orange ou de je ne sais quoi. Donc voilà, le calcium dans l'alimentation, c'est bien aussi, et on peut faire avec votre médecin un bilan pour savoir combien de calcium se trouve dans votre alimentation. Comme il a été déjà dit plusieurs fois, l'apport de vitamine D journalier est une bonne chose. C'est bien mieux qu'une ampoule tous les 6 mois à des doses considérables qui vont donner un pic de vitamine D qui ensuite va diminuer. Il vaut mieux ou une ampoule mensuelle ou bien des gouttes tous les jours. La vitamine D qui existe également sous forme de gouttes, ou bien sous cette forme associée à un apport calcique. Tout dépend de ce qu'a décidé votre médecin en fonction de votre mode de vie, de votre alimentation, de l'endroit où vous vous trouvez, de façon à savoir si vous avez suffisamment de calcium dans l'alimentation et si vous avez suffisamment de vitamine D dans votre sang grâce au climat dans lequel et à la façon dans le climat dans lequel vous vivez, à la façon dont vous vivez. Donc, continuez ce traitement. S'il y a une interruption d'1 mois ou 6 semaines de ce traitement, ça ne va pas porter vraiment à conséquence, mais il faut le prendre ou le reprendre lorsque le confinement sera levé, lorsqu'il sera peut-être plus facile de se déplacer. Alors, il y a une question peut-être pour Bernard sur l'intérêt. Certains patients se posent la question de l'intérêt de l'association de comprimés calcium-vitamine D, et notamment la nouvelle forme à 500 mg associée à 1000 mg de vitamine D.
Alors, j'allais répondre, je vais rebondir sur ce qu'a dit Didier. C'est vrai que jusqu'à il y a peu, les associations de calcium et de vitamine D contenaient, entre guillemets, beaucoup de calcium et peu de vitamine D, puisque bon nombre d'entre elles, c'était 1 gramme de calcium. Or, comme l'a dit Didier, via l'alimentation, on peut déjà couvrir une bonne partie, donc ça ne sert à rien d'en donner plus que plus. Et parallèlement, pas assez de vitamine D, puisque 400 ou 800 unités par jour, ce n'est pas quelque chose de suffisant. Donc, cette nouvelle association vitamino-calcique, qui ne contient que 500 mg de calcium, qui n'est pas suffisant en tant que tel, mais qui est compensée par le fait que l'alimentation peut en contenir, et une dose journalière qui, en dose standard pour un traitement d'entretien, est pas mal, qui est de 1000 unités. Donc, je trouve que c'est un meilleur équilibre que ce dont on disposait antérieurement. Après, on a des questions un peu plus généralistes qui ne concernent pas que le confinement, mais on va quand même y répondre parce qu'on a encore quelques minutes. Une patiente qui a une polyarthrite rhumatoïde, qui est sous rituximab, qui est une polyarthrite qui est bien équilibrée. Par contre, un T-score à moins 3,8 sur la dernière densitométrie au niveau lombaire. Et la question, c'est doit-elle prendre un traitement contre l'ostéoporose? Bernard, peut-être? Alors, c'est toujours difficile de répondre comme ça sans avoir tous les éléments en main, mais je vais simplement donner un petit peu les grandes lignes explicatives. Le premier point, c'est qu'on sait que la polyarthrite en tant que telle constitue un facteur de risque supplémentaire d'ostéoporose et de fracture. Ostéoporose en termes densitométriques, également une augmentation du risque de fracture. Ceci peut être lié à plusieurs mécanismes, notamment l'ensemble des maladies inflammatoires, et donc la polyarthrite n'échappe pas à cette règle, sont des facteurs de risque connus d'ostéoporose et de fracture. Et d'autre part, je ne sais pas ce qu'il en est dans le cas de cette patiente, peut-être qu'elle a reçu ou qu'elle reçoit par ailleurs un traitement par cortisone qui a un effet bénéfique sur l'inflammation, mais qui a un certain nombre d'effets indésirables potentiels, dont celui de fragilité les os. Le deuxième point, c'est qu'au vu des recommandations actuelles, eh bien, il est indiqué que même chez des patientes qui n'ont pas fait de fracture, s'il existe un abaissement conséquent de la densité minérale osseuse, défini par un T-score inférieur à moins 3, ce qui semble être le cas de cette patiente, il est légitime de mettre en œuvre, indépendamment de toutes les mesures qu'on a indiquées précédemment, activité physique, calcium, vitamine D, etc., un traitement anti-ostéoporotique parce qu'elle a un haut risque de fracture, et ce, quel qu'en soit le site, notamment au niveau des vertèbres, puisque je crois que le T-score était surtout très bas au niveau des vertèbres. Et donc, bien que ce soit difficile d'être péremptoire, parce que je n'ai pas tous les éléments du dossier, en tout cas, au vu des recommandations actuelles, il y aurait certainement une indication à débuter un traitement anti-ostéoporotique. Ça, c'est les conseils généraux. Après, il faut en discuter avec son rhumatologue et son médecin pour de plus amples informations. Et comment traiter une patiente qui a une ostéoporose et qui est épileptique sous Tegretol? Alors, ça, c'est un problème important. Je ne pense pas que le Tegretol soit directement à l'origine d'une augmentation du risque d'ostéoporose. Il y a certains traitements antiépileptiques qui le sont. Je ne suis pas sûr que celui-ci le soit. Après, c'est vrai que l'épilepsie en tant que telle se caractérise, même s'il y a des traitements antiépileptiques, parfois par des crises comitiales. Et ces crises comitiales peuvent parfois engendrer des fractures. Donc, il est clair que dans un cas comme celui-ci, il convient de faire une évaluation osseuse comprenant minimalement une mesure de densité minérale osseuse, d'en référer à son médecin et ou son rhumatologue et de définir la conduite à tenir en fonction des résultats de ces différents paramètres. Très bien. Je crois qu'on avait une autre question qui a été posée en amont. Oui, tout à fait. J'ai une question de quelqu'un qui nous dit « Ma mère a eu de l'ostéoporose et maintenant moi aussi sur la colonne vertébrale. Je me voûte encore plus depuis le confinement, j'ai mal au dos. Que pouvez-vous me dire ?» On va laisser Didier répondre. En ce qui concerne ce cas particulier, je pense que c'est effectivement difficile de répondre dans le cadre de cette webconférence. Je pense qu'il faudrait que ce patient voit son médecin. Ce monsieur dit qu'il se voûte de plus en plus. A-t-il mal en plus ou pas? Tombe-t-il ou pas? Quel âge a-t-il?
en tout état de cause, une perte de taille importante entre l'âge de 20 ans et l'âge de 60 ans doit faire craindre l'existence de tachements ostéoporotiques. Un certain nombre de tachements ostéoporotiques sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'on ne s'en aperçoit pas. Et puis finalement, lorsqu'on fait une radio, on s'aperçoit que quelques vertèbres se sont écrasées. Pour éviter que ça continue, il y a lieu de mettre en place de faire un bilan et de mettre en place un traitement. Ceci étant, le fait de se voûter vers l'avant peut également être lié à ce que nous appelons une sarcopénie, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, nous perdons de notre masse musculaire, tous, certains un peu plus que d'autres, et nous perdons de la masse musculaire, en particulier des muscles du rachis, c'est-à-dire ceux qui nous permettent de nous tenir droit. Chacun sait, en regardant son entourage, que certaines personnes prennent de l'âge mais restent bien droites, et d'autres se voûtent, se penchent en avant, se voûtent, ont une syphose dorsale, et cela peut être dû aussi à une diminution de la force musculaire des muscles qui nous permettent de nous tenir droit. Il y a là un caractère héréditaire. Eh bien, tout ça nécessite un bilan et un traitement, et ça peut être lié à de l'ostéoporose, ça peut être lié à une sarcopénie, ça peut être lié à une multitude de choses, et je pense qu'il faut faire un bilan auprès du médecin de façon à donner un certain nombre de conseils, voire de traitements, pour éviter que les choses s'accentuent et ne deviennent en particulier douloureuses ou gênantes, parce que être penché en avant, c'est ne plus voir très bien ce qui se passe en avant, et c'est donc un risque de chute, ce qui est bien entendu pas du tout souhaitable. Donc là, je pense que une consultation, une fois que le confinement sera terminé et que le médecin traitant de ce patient a repris son activité dans des conditions peut-être un peu plus faciles que maintenant, eh bien, il faudra faire un bilan de cette affaire, d'autant que ce monsieur se sent gêné par cela. Parfait. Une autre question peut-être pour Bernard. La vitamine D a-t-elle un intérêt chez les patients souffrant de douleurs rhumatismales? Alors, c'est vrai que la vitamine D, on l'a dit tout à l'heure, a une action importante au niveau du métabolisme du calcium et au niveau du métabolisme osseux. Il y a une action au niveau du muscle, et il y a des données assez convaincantes quant à la prévention des chutes. Après, il y a des récepteurs à la vitamine D un petit peu partout, mais pour autant, les données, en dehors de ce que j'ai dit sur les infections, concernant les effets extra-osseux de la vitamine D, ne sont pas toujours quand même extrêmement convaincantes. Donc, par rapport à ce point, je resterai relativement prudent. D'accord. J'ai une autre question qu'on a reçue en amont qui ne concerne pas tout à fait l'ostéoporose, mais je vais peut-être pouvoir y répondre puisque c'est une patiente qui est connectée manifestement. J'ai 68 ans, j'ai de l'arthrose, j'ai rendez-vous en juin avec mon rhumatologue. On me questionne sur la prise des médicaments à base de kétoprophène et Iselgi à base de paracétamol pendant le confinement. Ces médicaments fragilisent le système immunitaire, qu'en pensez-vous? Alors après, elle fait de l'activité physique, c'est très bien. Elle a une bonne alimentation. Donc la réponse est, lorsqu'on est infecté par le Covid, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est du kétoprophène par exemple, peuvent être dangereux. Donc il est conseillé d'arrêter les anti-inflammatoires lorsqu'on est infecté par le Covid. Mais si on en a besoin, on peut tout à fait les continuer, en sachant que, attention, les anti-inflammatoires, ce n'est pas anodin. Après un certain âge, il y a des risques, notamment au niveau des reins et de d'autres complications. Donc, si vous en avez besoin, oui, sous réserve que votre médecin soit au courant. Et par contre, en cas d'infection, il faut évidemment les arrêter. Voilà. Est-ce qu'on a une nouvelle question? Puis on va quasi… Je crois qu'on a eu quelques questions sur le Prolia, c'est-à-dire le denosumab, en demandant s'il y avait un problème, si on l'arrête brutalement. Donc, Bernard a répondu qu'il ne fallait pas aller au-delà de 4 semaines après la date prévue. Mais une question aussi demande si on peut continuer le Prolia très longtemps et qu'est-ce qu'il faut faire quand on l'arrête. Et c'est une question qu'on nous pose assez souvent. Je pense que Bernard pourrait donner presque en termes de conclusion, ou en tout cas donner des précisions sur ce point qui fait parfois polémique.
Oui, alors, compte tenu de ce que j'ai dit antérieurement, le traitement par Prolia, il ne doit pas être arrêté, sauf cas bien évidemment particulier, du moins lorsqu'il vient d'être initié, arrêté en peu de temps. Alors, comme bon nombre de traitements anti-ostéoporotiques, il nous arrive parfois de se poser la question, après plusieurs années de traitement, s'il convient de le suspendre. Alors, c'est vrai que pour les bisphosphonates, c'est assez facile de répondre à cette question, puisqu'encore une fois, je l'ai dit, il y a une incorporation progressive dans la matrice osseuse qui fait que même lorsqu'on suspend le traitement après plusieurs années, on peut escompter le maintien d'une efficacité sous certaines conditions. Donc, cette problématique n'existe pas avec le Prolia. Donc, la première question à se poser, c'est de savoir si même après plusieurs années, il faut suspendre le traitement, sachant qu'on a des données parfaitement rassurantes concernant l'utilisation de ce traitement, avec notamment une étude qui a été conduite pendant 10 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'on va le donner forcément toujours pendant 10 ans, mais il faut rassurer les patientes quant au fait qu'en termes de rapport bénéfice-risque, on a des données tout à fait convaincantes sur cette période. Alors, dans certaines circonstances particulières, on peut en effet être amené, après plusieurs années de traitement par Prolia, il m'arrive de le faire, de se poser la question d'une suspension de traitement. Il est clair que ce n'est pas directement la patiente qui se dit « j'en ai marre, j'arrête le traitement, etc. » Il faut toujours en référer à son médecin, puisque si la décision est prise, elle doit l'être par le médecin conjointement, bien évidemment, avec la patiente. Et dans ces conditions, il faut nécessairement et obligatoirement relayer le traitement par Prolia pendant quelques mois par un autre traitement, qui est en général un traitement par bisphosphonate, qui peut être soit un traitement par bisphosphonate par la bouche pendant une période de 1 an, soit éventuellement, et je pense que c'est plus facile, ce d'autant qu'en France, le Prolia est un traitement de deuxième intention, par un traitement par voie injectable, dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir la Clasta. Et dans ce cas-là, on fait une injection d'Aclasta au moment de la date anniversaire où on devait théoriquement faire l'injection de Prolia. Il y a certainement lieu de surveiller par la suite un certain nombre de paramètres, dont un qui s'appelle le CTX. Il faut également être très vigilant par rapport à l'évaluation de l'efficacité de cette mesure en effectuant obligatoirement, 1 an après cette perfusion, une mesure de la densité minérale osseuse pour s'assurer que dans ces conditions-là, il n'y a pas de perte osseuse accélérée et on peut éventuellement être amené à ce moment-là à refaire éventuellement une deuxième perfusion. Donc voilà, premier message, c'est pas forcément légitime de l'arrêter. Si d'aventure, après une décision commune entre le patient et le médecin, la décision est prise, ceci doit se faire en mettant en œuvre en relais un autre traitement par bisphosphonate dont j'ai précisé les grandes modalités. Merci beaucoup. Je pense qu'il est l'heure d'arrêter cette webconférence. Je terminerai par des liens utiles pour aller plus loin. Alors, plus généralement sur l'ostéoporose, bien évidemment le site du GRIO sur cette diapositive, le site de la Société française de rhumatologie, le site d'Amélie.fr où il y aura des réponses à vos questions et évidemment le site de la FLAR et la ligne d'écoute si vous préférez plutôt entendre une voix humaine pour répondre à vos questions. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. On a été un peu moins de 80 cette fois-ci et on sait que vous allez être très nombreux après pour suivre en replay et n'hésitez pas à communiquer à vos amis ce lien. Vous allez d'ailleurs recevoir dans les minutes qui suivent la fin de cette webconférence le lien pour revoir en replay tout ça. La FLAR vous remercie et surtout remercie les orateurs qui ont été d'une grande clarté, le professeur Bernard Corté et le docteur Didier Poivret. On remercie également Edutera qui nous a accompagnés sur le côté technique et puis évidemment le soutien institutionnel de l'industrie pharmaceutique pour qui ce type de webconférence ne serait pas possible. Voilà. Et bien sûr, alors ça c'est peut-être Hervé qui va terminer. Oui, j'ai juste terminé. Bernard. N'oubliez pas le questionnaire, j'y insiste particulièrement. Oui. J'en mets une couche. Voilà, c'est tout, excusez-moi. Effectivement, ce questionnaire, alors nous l'avons relayé sur le chat, vous le trouvez sur le chat. Certains nous ont demandé s'ils pouvaient le relayer sur les réseaux sociaux. Eh bien, non seulement ils le peuvent, mais je dirais presque qu'ils le doivent. En tout cas, à travers l'ensemble des personnes qui nous ont fait
l'amitié d'être avec nous. Vraiment, remplissez-le. Ce sera la meilleure manière de remercier les différents intervenants d'aujourd'hui, je le crois. Et puis, pour ma part, je vais simplement anticiper ce que nous faisons chacun d'entre nous tous les soirs à 20h et simplement vous applaudir et vous remercier chaleureusement Bernard Cortet, Didier Poivret, Laurent Grange et bien sûr tout la FLAR, ceux qui, Françoise Alliot, Christelle et toute l'équipe et puis ceux qui nous ont aidés, Cyril de l'équipe et du terrain. Et à très bientôt. Prenez soin de vous et bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne fin de journée. Merci bien, au revoir. Au revoir.